Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de PUMS, l'émission santé, avec aujourd'hui un zoom sur les objets connectés. Alors les objets connectés, ils envahissent notre quotidien et notamment dans le domaine de la santé. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé, la HAS, elle en a donné une définition. Alors, c'est un peu compliqué, mais je suis obligé de le dire vu le sujet. Il s'agit de dispositifs connectés à l'Internet qui peuvent collecter, stocker, traiter et diffuser des données ou pouvant accomplir des actions spécifiques en fonction des informations reçues. Bon, si vous n'avez pas tout suivi, vous savez comment faire retour en arrière sur votre lecteur et vous réécoutez. Bon, en tout cas, vous savez ce que c'est. En général, il y en a toutes sortes, depuis les traceurs de sommeil pour savoir comment on dort, jusqu'à des puces intelligentes capables de repérer certaines maladies. L'offre, elle est immense. On en a mis ici quelques-uns sur la table, mais les objets ne sont pas souvent recommandés par le corps soignant. Alors dans cette émission, on va vous révéler quelques vérités sur ces objets connectés. D'abord dans le domaine de l'hypertension artérielle avec le professeur Xavier Girard. Bonjour. Bonjour. Également dans le domaine du diabète avec Gladys Gubranski. Bonjour. Bonjour Boris. Votre voix est un petit peu éraillée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que vous ayez ingéré les capteurs que vous avez amenés. Donc on va essayer de vous ménager tout au long de cette émission. Merci. Et puis, on va également parler, et là j'ai découvert ça en préparant cette émission, que la santé connectée, ça concerne également les dents. Et pour ça, on est avec le professeur Lescaille. Bonjour. Bonjour Maurice. Également dans cette émission, on est avec Olivier Cyril. C'est un ancien infirmier, puis ingénieur, et qui aujourd'hui est chef de projet du service d'évaluation des dispositifs médicaux à la Haute Autorité de Santé. Vous nous direz comment on rembourse ou pas aujourd'hui un objet connecté. Bonjour. Bonjour Boris. Vous voyez, on va tout vous dire sur les objets connectés et vous verrez lesquels il faut ou pas acquérir pour améliorer votre santé. Ma première question, elle est à vous, 4. Parmi les objets connectés qui sont actuellement disponibles, quelle proportion de ces objets apporte un bénéfice santé? Pas simple. Qui veut commencer à répondre? Moi, je veux bien commencer. Pour la mesure de la pression artérielle, les tensiomètres automatiques ont été une révolution. Il faut bien comprendre que pour mesurer la pression artérielle, on sait le faire depuis le début du XXe siècle. Et pendant 100 ans, on a eu la même technique qui consistait à ausculter des bruits au niveau du bras. Donc on a évolué, on va en parler dans un instant. Et, maintenant, dans les autres domaines, vous avez une idée? Les autres domaines de la cardiologie? Non, de la médecine. Ah, de la médecine, je pense que dans le diabète, ça a apporté vraiment quelque chose pour les patients. Lescaille. Je pense que le brossage il est important. Donc, chacun parle de son domaine, ça prouve que chacun parle de ce qu'il connaît. Gladys. Dans le domaine du diabète, c'est sûr que les nouvelles technologies, elles ont révolutionné. On a compris. Et Olivier Cyril, vous avez une vision plus transversale. C'est un piège en fait, c'est un piège pour vous. Ah, merci. Vous êtes le seul à avoir une vision vraiment, vraiment transversale parce que vous évaluez notamment des objets connectés, hein, pas que. Est-ce que, comme ça, alors vous ne parlez pas là au nom de la HAS, là je vous demande une opinion, une impression personnelle. Alors, très clairement, nous, on en voit très peu. Il y en a beaucoup qui sont disponibles. Nous, on n'a qu'une petite fenêtre donc, à la Haute Autorité de Santé parce que finalement, il y a peu de fabricants qui osent revendiquer une finalité médicale. Et donc, finalement, nous n'évaluons, nous, en tout cas dans la commission pour laquelle je travaille, que des dispositifs médicaux. Et donc, il y a une distinction entre les objets connectés, il y en a un certain nombre ici, et des dispositifs médicaux, il y en a également ici. On commence donc avec l'hypertension artérielle. Vous nous avez dit qu'il y a une révolution. Avant, on prenait la tension avec le stéthoscope, on ne le fait plus. Le capteur, c'était les oreilles. Maintenant, le capteur, c'est une puce électronique qui détecte les oscillations qu'il y a dans un brassard. C'est pour ça qu'on dit que la tension artérielle, elle dépend des oreilles du médecin. Elle dépendait, mais maintenant, aujourd'hui, elle dépend de la qualité du capteur. Et la qualité du capteur, c'est le brassard. Et aujourd'hui, ce que l'on attend, c'est le jour où on pourra se débarrasser du brassard. Et il y a une technologie qui est en route pour pouvoir remplacer le brassard par des capteurs qui seront des capteurs qui détecteront ça. Regardez là, vous voyez que mon doigt devient blanc et devient rouge. Eh bien ça, c'est une traduction de la pression artérielle. Et ces capteurs-là qu'on appelle plétismographiques, c'est la prochaine technologie qui va arriver probablement dans les 2 ans qui viennent et qui permettra de se débarrasser
de ce satané brassard. Alors là, vous nous parlez des capteurs. Ces capteurs donc, qui permettent de mesurer la tension artérielle. Bon, on connaît tous ces appareils qui sont vendus en pharmacie, dans les grandes surfaces maintenant. Est-ce qu'ils ont besoin d'être connectés pour être utiles? Alors ça, c'est une excellente question. Effectivement, en venant aujourd'hui aux objets connectés, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Les brassards, les appareils électroniques, ils marchent d'eux-mêmes. Est-ce que la connexion apporte quelque chose? Alors le premier élément, c'est que la connexion, elle ne marche pas toujours très bien. C'est-à-dire même que avec les meilleurs appareils. connecter un appareil comme celui-là, il y en a pas mal sur le marché. D'ailleurs, on ne voit même pas ici les chiffres de tension. Ils vont apparaître sur le smartphone. Ça, vous nous dites que ça ne marche pas forcément? Ça va apparaître avec une petite manip qui est, il faut avoir l'appareil sur son smartphone qui est connecté. Déjà, il a fallu le connecter. Il faut mettre l'application et puis ensuite, on appuie sur connexion. Et puis on appuie sur connexion, on attend, et puis finalement, on a souvent un message qui est échec de la synchronisation. Voilà, attention, elle est montée. Alors ça, c'est très frustrant pour l'utilisateur. Ça marche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, basé sur la méthodologie Bluetooth, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et c'est pour ça donc, en fait, vous recommandez d'écrire les chiffres qu'on voit sur le smartphone. On peut recommander d'abord de se dire, est-ce qu'on peut faire mieux que cette méthodologie Bluetooth? Eh bien, en fait, il y a des metteurs au point d'application qui ont une idée extrêmement simple. Ils se sont dit, mais utilisons le smartphone comme un téléphone et surtout comme un appareil photo. Donc, on prend en photo l'écran, on appuie sur le bouton, et alors là, il faut dire que c'est absolument bluffant. Il reconnaît les chiffres qui sont inscrits ici, sur l'écran. Il était inscrit, il y a beaucoup de chiffres sur un écran. Eh bien, les deux chiffres importants, la 614 et la DIA 82, ont été reconnus très rapidement par le système. Donc, je pense qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin dans l'idée de la connexion. Il n'y a pas que la connexion Bluetooth ou Wi-Fi, il peut y avoir maintenant beaucoup d'astuces pour rendre plus simple le passage du document qui sera vu par le professionnel de santé au document source qui est utilisé par le patient. Est-ce que, grâce à cela, on peut plus facilement envoyer ces données à un médecin? Et est-ce que cette télésurveillance de la tension artérielle, elle est utile pour les patients ou finalement, amener ces résultats écrits de manière manuscrite ou avec le smartphone à son médecin, ça suffit? Aujourd'hui, l'outil de transmission, l'outil de synthèse devient indispensable si on veut faire du suivi d'une maladie chronique qui est l'hypertension artérielle. C'est la maladie la plus fréquente sur la planète. C'est ce pourquoi la Haute Autorité de Santé définit des parcours de soins. Eh bien, en fait, il se trouve que la connexion va être indispensable si on veut développer la téléconsultation dans l'hypertension. Parce qu'il n'y a plus besoin d'avoir le patient en face de soi. Il peut nous envoyer ces documents comme pour le diabète, et madame en parlera tout à l'heure. Ça a été la vraie révolution, que le médecin puisse être en connaissance du paramètre qui est le paramètre principal de la maladie. Alors je m'adresse à Olivier Cyril de la Haute Autorité de Santé. Ces appareils, ce sont pour vous des dispositifs médicaux? Alors, ça dépendra. Là, en l'occurrence, le tensiomètre, manifestement, oui. Mais sinon, donc, effectivement, ensuite, est-ce que l'industriel va en demander le remboursement, la prise en charge? Alors, voilà, moi c'est le fond de ma question, parce qu'on vient d'entendre l'intérêt, l'utilité de ces appareils d'automesure tensionnelle, peut-être l'utilité que ces appareils soient connectés, ou en tout cas, avec des applications, qu'on puisse envoyer les données à son médecin. Aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement de ces appareils, même quand ils sont classés dispositifs médicaux. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Alors, quand un industriel souhaite le remboursement de son dispositif, il va avoir un certain nombre d'allégations. Il va dire, voilà, mon dispositif, il sert à telle chose, il permet de répondre à telle indication. Et donc, il va faire un dossier de demande à la Haute Autorité de Santé, qui va donc examiner à la fois le dispositif, les arguments qu'il avance, l'indication et les données cliniques qu'il dépose avec son dossier. Et à partir de là, on va pouvoir évaluer effectivement l'intérêt de ce dispositif dans telle indication. Et aujourd'hui, vous avez connaissance si des industriels, des fabricants d'autotensiomètres connectés se sont adressés à la HAS pour obtenir un remboursement? Alors, vous ne trouverez donc pas d'avis en ligne, donc à ma connaissance, non, il n'y a pas eu de demande. Mais la connectivité, ça induit
pas différents problèmes, mais il faut s'intéresser non pas uniquement à l'indication et à la surveillance de la maladie, mais également à l'impact que ça va avoir pour le patient et pour les professionnels de santé. On va y revenir dans un instant parce que ça concerne effectivement tous les objets connectés. Alors revenons à l'hypertension artérielle. J'ai vu des chiffres récents. On nous dit que l'hypertension c'est extrêmement fréquent, mais un hypertendu sur 2 s'ignore. C'est-à-dire qu'il y a autour de nous, mais peut-être pas ici parce que vous avez tous mesuré grâce au bon professeur Gérard votre tension artérielle avant l'émission, mais il y a une personne sur 2 qui a une hypertension et qui ne se sait pas hypertendue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec des objets connectés ou des applications, on peut dépister l'hypertension artérielle au plus grand nombre sans forcément aller chez le médecin, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas chez le médecin? Alors effectivement, ça c'est un apport sûrement de l'automatisation, en tout cas de la mesure tensionnelle. On peut aujourd'hui mesurer sa pression artérielle, suivre un protocole extrêmement valable en n'étant pas un professionnel de santé, sans l'aide d'un professionnel de santé. Et il y a des applications qui ont été développées. Il y a eu au cours de l'année, en septembre 2019, une campagne nationale qui n'a pas eu un très grand retentissement, mais qui s'appelait le Dépiste HTA. Et c'est vous la fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Et le comité de lutte. Et le comité de lutte. C'est pas un syndicat, hein. C'est pas un syndicat dont vous êtes président de la fondation, qui avait mené cette campagne. Alors on a fait un travail pour d'abord mettre au point une application qui était utilisable par des non-professionnels de santé et qui permettait aux gens de mesurer, de bien utiliser le tensiomètre et puis ensuite d'avoir un conseil. Un conseil n'est pas les laisser tout seuls face à des chiffres tensionnels qui ne seraient pas interprétés. Et un des l'élément qu'on a pu sortir de cette campagne, c'est qu'effectivement, il y avait 5 millions d'adultes qui, en France métropolitaine, ont un niveau tensionnel qui est celui qui devrait conduire à la prise en charge de l'hypertension. Il y a 10 millions de gens qui prennent un médicament antihypertenseur, il y en a 5 qui n'en prennent pas, donc ce n'est pas tout à fait 50%, c'est plutôt 30% des hypertendus s'ignorent en France. Et donc, les outils connectés, les applications adaptés peuvent aider à faire ce dépistage. Je crois vont vraiment beaucoup développer l'autodépistage. Je crois que la notion du dépistage avec un professionnel de santé, grâce à ces outils-là, on va pouvoir passer à une étape qui est celle de l'autodépistage. Donc il y a une application que vous avez créée, donc Dépiste HTA, qui est disponible gratuitement. Et si vous faites prêter un appareil à tension quelques jours, alors, même une journée. J'aimerais juste apporter un petit. Nous suivons, nous, à la Fondation, l'évolution des ventes, entre guillemets, des appareils de tension. Aujourd'hui, 15% des adultes de plus de 18 ans possèdent à leur domicile un appareil de tension. Donc pour les 85, ils ne sont pas hypertendus. Pour les 85 autres pourcents, vous pouvez vous faire prêter un appareil et faire ce dépistage. Alors, il y a un autre problème chez les patients qui ont une hypertension artérielle, c'est le problème d'observance au traitement. Beaucoup ne prennent pas leurs médicaments, ils oublient très rapidement. Est-ce que là, on a des choses efficaces? Alors moi, j'avais amené ce petit bouton-là qui est proposé, qui n'est pas encore en vente, mais qu'on met sur une boîte. Et quand on prend le médicament, on appuie dessus. Alors, il y a d'autres dispositifs comme ça qui existent. Je ne sais pas si ça peut être utile. Mettre les médicaments en début de la semaine dans un pilulier, si on est un sujet âgé avec beaucoup de comprimés à prendre pendant la semaine, c'est déjà un excellent moyen d'améliorer l'observance. Que ce pilulier soit connecté ou pas, que la fille sache que sa mère n'a pas pris les médicaments, bon, et so what après, hein, D'accord. Donc, alors, je pense que c'est des petits moyens. On a bien compris. Alors, une dernière question. Il y a une application que je me suis amusé à télécharger qui nous mesure la tension artérielle avec un simple... on met le doigt sur l'écran et ça mesure la tension artérielle. Alors, effectivement, ça résout le problème. Alors, on n'a pas besoin de se procurer... Voilà, donc c'est le principe aussi. On appuie sur l'écran et puis l'appareil donne une pression artérielle. Alors, ça donne vraiment systolique et diastolique. C'est-à-dire les deux chiffres. Voilà, nous avons évalué cette application au cours d'un congrès médical d'orthopédistes où j'avais proposé à tous les orthopédistes qui écoutaient mon topo de pouvoir faire l'évaluation contre un appareil tensiomètre comme celui-là. Et alors ? On s'est rendu compte que si vous aviez une pression artérielle entre 90 de systolique et 129, vous étiez content du résultat offert par l'appareil. Mais si vous aviez moins ou si vous aviez plus, eh bien, ça ne marchait plus. En un mot... Ce que vous voulez dire, c'est que ça marche chez les gens qui ont une tension normale et voilà, ça ne permet pas de dépister l'hypertension. Et je pense même que, en fait, ça donne un chiffre aléatoire. Alors, à la HAS,
À la HAS, est-ce que cette application a été évaluée? Non. Non. Et probablement, je ne sais pas s'il a le marquage CE. Est-ce que c'est vraiment un dispositif médical? Non, mais les logiciels sont censés être dispositifs médicaux. Donc voilà. Enfin, vous nous rassurez. Hein. Non, nous n'avons pas évalué. Alors, parlons du diabète maintenant. Le diabète aussi, Gladys, donc je rappelle, vous êtes infirmière, bientôt infirmière de pratique avancée, hein, les nouveaux métiers proposés pour des infirmières qui vont prendre en charge davantage et faire davantage d'actes en collaboration avec les médecins. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé le soin des diabétiques? Alors, je pense que la nature du soin, il n'a pas vraiment changé parce que les contraintes sont les mêmes pour les patients. Maintenant, la façon dont on peut alléger un peu le quotidien, par exemple dans la surveillance de la glycémie. Parce que, voilà, précisons, les patients diabétiques, en particulier quand ils ont de l'insuline, quand ils se traitent par insuline, ont besoin de contrôler le taux de glucose dans le sang, hein, la glycémie, et classiquement, elles le font avec une piqûre au bout du doigt. Hein. Vous avez des alternatives? Exactement. Maintenant, sur le marché, il y a suffisamment de... La technologie s'est développée. On a les technologies dites maintenant de capteurs, qui sont des systèmes flash où le patient porte un capteur sur lui-même et en fait a juste à scanner. Alors le capteur, il est là. C'est de démo, ça. C'est de la démo. En fait, c'est un capteur qu'on colle sur la peau. Hein. Exactement. Vous voulez que je vous fasse la démonstration? Allez, montrez-nous. Ouais. Donc c'est simple. En fait, vous avez un capteur au niveau du bras avec un lecteur qui va venir scanner directement la glycémie sans avoir à venir se piquer le bout des doigts. Et ce capteur, ça se met simplement, il n'y a pas besoin d'intervention chirurgicale, de piqûre? Pas du tout, la manipulation est très simple. Il faut juste ouvrir un petit capteur. Il y a appliqué ce qu'on appelle un inserteur qui va permettre de mettre l'électrode. Bon, je vous crois. Ouais, on ne veut pas vous forcer à le faire. Bah, je ne vous le fais pas, et mais donc je vous après, on scanne, hein, c'est ça Après, directement, là, on a un petit modèle de démo. Montrez-nous ça. Bon, il faut imaginer... Il n'y a pas le plastique, hein, il y a juste voilà, on le l'a au capteur niveau blanc. du bras et on a juste à allumer son lecteur, passer directement dessus. Et on a immédiatement une glycémie. Ça, c'est super. Et on peut le faire maintenant avec le smartphone. Hein. Exactement, on peut intervertir, on peut avoir le smartphone, ce qui permet surtout en fait d'emmagasiner des données qu'on peut transmettre, comme le disait le docteur Girard, à son diabétologue. Alors, et ça, aujourd'hui, l'assurance maladie rembourse la télésurveillance des patients diabétiques avec différents types de dispositifs chez des malades qui sont en difficulté pour équilibrer leur diabète. Et donc, vous transmettez les glycémies au médecin et à l'infirmière et le médecin et l'infirmière peut adapter les doses en direct. Et ça, on a montré l'efficacité de ce type de télésurveillance, d'où le remboursement chez les patients qui en ont le plus besoin. Les patients, ils en sont contents aujourd'hui de ces outils où ils se disent on me traque, on me transforme en homme bionique. Étonnamment, les patients ne sont pas très... Pas très quoi? Pas très contents? Pas très inquiet du côté un peu intrusif en fait du suivi. Au contraire, ça continue d'être un accompagnement. Il faut savoir que dans le cadre du remboursement, les données de glycémie récupérées par exemple ce capteur sont analysées toutes les semaines par un diabétologue, ce qui est quand même autre chose que le suivi qu'on peut avoir classiquement à l'hôpital et avec une infirmière. Ou en ville même, hein, même avec un diabétologue. Tout à fait. Et avec une infirmière qui tous les mois va continuer à accompagner le patient dans la gestion de sa maladie au quotidien. Donc les patients finalement ne sont pas le côté intrusif, ont plutôt l'impression d'un accompagnement assez régulier et assez proche. Et les patients sont très contents. Il faut savoir qu'aller à l'hôpital, ça prend du temps, qu'on soit actif, qu'on soit inactif, qu'on soit plus en difficulté de marcher. Donc les patients, ce qui leur permet de partager leurs données et leurs difficultés avec les soignants, et ben, c'est tout le moyen. Exactement. Alors, en parallèle de ces capteurs de glycémie qui mesurent donc le taux de glucose en continu, il y a maintenant ce qu'on appelle pancréas artificiel, et notamment en France, on a un objet connecté nouveau qui s'appelle Diabeloop, qui relie le capteur de glycémie à une pompe à insuline, c'est-à-dire quelque chose qui injecte de l'insuline en continu en fonction du taux de glucose. Donc ça ressemble à ce qui se passe normalement chez une personne diabétique. Il semble que ce soit au point, il y a eu des études, et curieusement, et moi je m'adresse à vous, Cyril Olivier, on n'a pas de remboursement aujourd'hui de ce matériel. On n'a pas envie de montrer au monde entier qu'on est fort pour le traitement du diabète. Pourquoi vous ne remboursez pas? Alors, tout d'abord, l'entreprise... Enfin vous, l'assurance maladie. Non, j'ai bien compris. Tout d'abord, l'entreprise n'avait pas jusqu'à présent fait de demande. Je ne vous crois pas.
Si, il n'y avait pas de demande. Elle était, sans doute ne considérait-elle qu'elle n'avait pas assez d'éléments pour faire une demande, parce que finalement, outre la technologie, il faut des preuves cliniques, donc il faut faire des études cliniques, montrer que les résultats qu'on a avec le dispositif ont vraiment, fonctionnent vraiment pour les patients. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 18 novembre, en ce moment, cette demande est examinée par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, on est peut-être après le 18 novembre et Voilà. vous avez peut-être une réponse que je n'ai pas. S'il vous plaît, envoyez-moi un message pour me dire ce qu'il en est. Dans le domaine du diabète, on a vu comment on peut capter de manière automatique la glycémie, mais il y a autre chose que font les diabétiques, c'est qu'ils se piquent à l'insuline avec des stylos insuline. Est-ce qu'il y a avec des doses qui changent d'un jour à l'autre, est-ce qu'il y a des stylos connectés qui envoient également la dose d'insuline faite sur une application et après chez le soignant? Alors, le stylo connecté, il est un peu en pleine évolution. Il n'est pas vraiment abouti à ce jour, mais on peut avoir des petits éléments, des petits plugins qui permettent en fait de connecter, de communiquer en tout cas la dose d'insuline qui a été faite au quotidien. Il faut savoir que chez un patient diabétique, c'est très contraignant l'injection d'insuline. Oui, il y a des patients qui s'injectent 3-4 fois l'insuline 4 fois par jour, et parfois un peu plus. Bien sûr, en fonction des schémas d'injection. Et en fait, c'est un petit dispositif qu'on va plugger sur son stylo. On va réaliser sa dose d'insuline et envoyer directement à l'application qu'on va voir sur son téléphone. Et à l'application, et donc à son équipe soignante. Et ça va incrémenter un carnet de glycémie avec un lecteur connecté ou un capteur et un stylo à insuline qui va transmettre les données de sorte que le personnel soignant, le médecin, l'infirmière qui accompagne le patient vont avoir accès aux différentes informations beaucoup plus complètes que le côté contraignant d'écrire manuellement sur un carnet presque scolairement. Donc encore une fois, un confort pour le patient et une possibilité de mieux suivre le patient par le soignant. Alors il y a d'autres choses rapidement, notamment des semelles connectées. Est-ce que vous en avez l'expérience ? Non, très peu. Pourquoi les semelles? Parce que les patients diabétiques sont plus à risque d'avoir des plaies au niveau des pieds, parce qu'ils ne ressentent pas la douleur, la pression, et donc ces semelles devraient permettre de savoir où il y a un risque de blessure. C'est ça, identifier un peu les points de pression récurrents en fait, dans la marche et le sauchage. On n'a pas spécialement d'expérience pour l'instant, pas énormément développée, pas tellement utilisée par les patients et les équipes soignantes. Et ça, je ne vous demande pas si vous avez ces semelles, Cyril Olivier, mais vous ne connaissez pas. Si, il y a une demande. J'en ai entendu pas. Non, il n'y a pas eu de demande de la autorité. Mais à titre individuel, oui. Montrez-moi vos chaussures. Non. Non, c'est une demande qui sera faite la semaine prochaine. Non. Merci beaucoup Gladys. Alors, on a parlé tout en bas, des pieds et des semelles. Maintenant, on va parler de tout en haut, des dents, avec vous Géraldine Descailles. J'ai appris que dans le domaine de l'odontologie, je m'étais fait le challenge de le dire, j'ai un peu de mal, il y a des choses qui existent en matière d'objets connectés pour améliorer la santé dentaire. Voilà, donc on va parler de santé bucco-dentaire, puisqu'effectivement il s'agit de dents et tout ce qu'il y a autour. Donc il faut savoir déjà que le brossage il est indispensable. Il n'est pas très bien fait par les Français de manière générale. C'est assez contraignant effectivement. On recommande 2 fois par jour, 2 minutes. C'est extrêmement important, donc à cause du risque de caries, mais également des maladies parodontales qui ont un rôle également sur la santé générale. On a parlé du diabète et on sait qu'il y a un lien entre les... Et l'hypertension artérielle. Et l'hypertension également. Donc il y a plein de liens entre la bouche et le reste de la santé. Et donc le brossage est quelque chose d'extrêmement important. Donc à l'heure actuelle, il est assez mal effectué, donc ce que je disais. Et donc ces objets connectés ont pour objectif d'aider le patient, enfin la personne, puisqu'il s'agit de tout le monde, tous les gens à mieux se brosser les dents. Alors expliquez-nous comment une brosse à dents, que je vous ai venir là, a un intérêt si elle est connectée. Moi je ne sais pas, peut-être elle est, je sais pas, allez-y. Alors il y a des capteurs à l'intérieur de ces brosses à dents, donc il y a des brosses à dents électriques qui sont équipées de cette manière-là, et tout dernièrement il y a également une brosse à dents qui va sortir, qui est manuelle, qui est également équipée de ces capteurs. Comment vous dites ?
brosse à dents manuelle. Manuel, je croyais qu'elle avait un petit nom qui Non, non. c'était Alors, Emmanuel. Tellement connu. là, sur le marché, on a plusieurs marques qui sont sur la santé, enfin, sur les. Donc manuel, ça veut dire que ça ne vibre pas tout seul. Voilà, c'est ça. Donc on a les brosses à dents électriques et des les brosses à dents manuelles. manuelles qui sont équipées de capteurs. Donc ces capteurs vont permettre de donner des informations sur les performances du brossage. Et donc c'est relié à des applications qui sont sur un smartphone, donc, qui sont connectées par Bluetooth et qui vont apporter donc des précisions sur la qualité du brossage. Donc ça va apporter des informations sur la durée, parce que les 2 minutes, c'est pas évident. Je pense que je vous mets tous au défi de savoir que si vous brossez bien 2 minutes à chaque brossage, je suis pas sûre qu'on y arrive. Et donc c'est des applications qui sont valables à la fois pour les adultes et les enfants. Alors pourquoi les enfants? On va se dire que c'est des dents de lait, c'est pas grave, ça tombe. On sait très bien que le brossage, plus les enfants apprennent tôt à se brosser les dents, plus il y aura des répercussions sur leurs dents adultes, puisqu'on sait que quand il y a des sujets qui ont des caries jeunes, ont tendance à avoir plus de caries. Mais alors qu'est-ce qu'ils mesurent, ces capteurs? Qu'est-ce qu'ils envoient comme information? Ça va au donner smartphone ou aux comme soignants? information si les dents ont toutes bien été brossées. Et puis, Capable de mesurer, oui, de reconnaître les oui. dents et de savoir bah non, sur la 32, enfin après il faut Tout à connaître fait. les numéros Les des dents. surfaces Bon, qui vont pas sur être- la dent à droite, là c'est Oui, mal brossé, tout à fait. et on voit ça sur un... sur l'application téléphone, où on va avoir toutes les dents et vont apparaître donc de manière colorée les endroits qui vont être mal brossés. Il n'y a pas de remboursement pour ce type d'outil. Vous allez encore me dire que... Pas de Il n'y a demande. pas de demande. Mais c'est assez impressionnant. Je ne Vous sais êtes en train de nous dire que les industriels qui ont tout intérêt à demander un remboursement ne le font si rarement, alors que là, on a le professeur Lescaille, c'est pas n'importe qui, universitaire, qui nous dit que c'est efficace. Et vous nous dites que les industriels ne demandent pas le remboursement. Alors, il faut savoir, cette brosse à dents, tout le monde en a une, mais ensuite, cette brosse à dents connectée, finalement, à quoi vont servir les données, à qui sont-elles destinées, qu'est-ce que ça apporte. Ensuite, pour l'industriel, il a peut-être intérêt à vendre son dispositif d'une autre manière et peut-être à ne pas être pris en charge parce que le tarif que proposera la sécurité sociale ne lui conviendra pas. Donc c'est un message important. On peut avoir, stratégie industrielle, on peut avoir des objets connectés efficaces, intéressants, et qui ne sont pas soutenus, on va dire, par l'assurance maladie, en tout cas, qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Donc ça, c'est extrêmement important. On a parlé de la brosse à dents, il y a des applications, j'ai vu ça aussi, avec des smartphones, appareils photo. Alors, est-ce qu'on peut surveiller ses dents à distance avec un simple smartphone? Je dirais pas, est-ce qu'on peut les traiter? Je ne pense pas que ce soit possible de faire la fraise à travers un smartphone, mais on peut surveiller les dents avec le smartphone. Oui, alors ça a été développé au départ pour l'orthodontie et notamment dans le développement des gouttières. Vous savez qu'il y a de plus en plus de gouttières invisibles qu'on peut porter pour donc redresser les dents notamment. Et dans le cadre du suivi, sur ces applications, donc avec le simple téléphone et donc l'appareil photo du téléphone, on peut apporter des résultats. Alors certains proposent des accessoires pour renforcer l'efficacité de ce dispositif. Et puis ça a été aussi utilisé là récemment dans les EHPAD, puisqu'on sait que chez les personnes âgées, il y a environ 37% de ces personnes âgées qui ont besoin de soins dentaires. Et, donc, et les personnes incarcérées, j'imagine aussi, non? Oui, également. Alors là, il y a des services odontaux, normalement, dans les prisons. D'accord, mais les EHPAD qui ont des gros problèmes dentaires, grâce à ces applications... Ça peut permettre, il faut mobiliser et former le personnel qui accompagne ces personnes âgées, mais c'est un outil qui est très intéressant. Donc tout ça, ça existe. Et donc, si vous êtes en contact avec des EHPAD, avec des personnes qui ont besoin de soins dentaires qui ne peuvent pas se déplacer, peut-être il faut en parler, parce que ça peut être accessible. C'est l'UFSBD, donc l'Union pour la santé bucco-dentaire, qui diffuse ces éléments-là. Donc on peut très bien y avoir accès directement en allant sur le site de l'UFSBD. Un mot de l'avenir, est-ce qu'il y a des choses spectaculaires en développement ? Alors, il y avait une chose qui m'a interpellée, c'est des capteurs qu'on peut coller sur les dents qui font 2 mm sur 2 et qui permettent de prendre un certain nombre d'éléments, notamment les apports de glucose. Donc, on parlait de diabète tout à l'heure, donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant au niveau de la nutrition et donc Mais ça, c'est pas au point, ça. Ça, c'est quelque chose qui a été publié, non, c'est en cours de développement. Il y a des équipes qui l'ont formaté, mais pour l'instant, ce n'est pas utilisé en routine. Et si au moment où vous regardez cette émission, vous portez ces capteurs, écrivez-nous pour nous en avertir. Quelques questions générales pour vous, Cyril Olivier. Vous avez parlé de la fiabilité des objets connectés. Vous avez parlé de l'efficacité des objets connectés. Vous avez parlé des échanges de données. Est-ce que la Haute Autorité de Santé, dans son choix de rembourser ou non
un objet connecté prend en compte ces 3 éléments, c'est-à-dire fiabilité, vérifie la fiabilité, vérifie l'efficacité et vérifie que les données ne sont pas envoyées à n'importe qui, n'importe quand? Alors oui, pour la fiabilité, il y a un autre organisme, ce sont les organismes notifiés qui vérifient. Les dispositifs médicaux ont la certification CE, la fiabilité est contrôlée au travers de cela. Pour nous, on va vraiment s'intéresser à l'efficacité et à la manière dont ces données vont être utilisées finalement et quel impact ça va avoir à la fois pour le patient en termes de qualité de vie. On le dit, si on a un tensiomètre connecté finalement ou d'autres dispositifs, on va être amené à peut-être l'utiliser plus fréquemment, ou c'est peut-être un rappel de la maladie, ou au contraire c'est un service qui est rendu aux patients. Donc il peut y avoir des effets bénéfiques, mais aussi des effets secondaires entre guillemets, et ça vous l'évaluez? Oui. C'est-à-dire l'effet global du produit, pas uniquement ses bénéfices. Alors tout à fait, pour le patient, mais également, on parle, alors il y a un terme qu'on utilise, c'est l'impact organisationnel, c'est finalement quel impact ça va avoir également pour les professionnels, parce que finalement ce flux de données qu'il peut y avoir, cette nécessité, vous avez dit, ah mais les données vont être transmises aux praticiens en temps réel, d'accord, mais ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un, vous vous attendez à ce que vos données soient lues. On reçoit des données, ça donne du travail. C'est un frein à ce que les professionnels de santé, les soignants, développent dans leurs activités l'utilisation de ces objets connectés. Oui. Vous faites quoi, toutes ces données? C'est sûr que ça sous-entend de réorganiser son activité. Donc réorganisation, mais c'est possible, c'est ça votre message? C'est possible sous Faut le réserve. vouloir. Oui, et puis je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est le bénéfice rendu au patient. Et que quand on est soignant, on est centré sur les besoins du patient. Les patients nous expriment ce besoin de connectivité, ce besoin de transmission à distance sans avoir à se déplacer sempiternellement à l'hôpital. Derrière ça, il y a un bénéfice économique, un bénéfice pour le patient et un bénéfice pour les parcours de soins, on l'a bien compris. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci Gladys, merci Cyril Olivier, Cyril de votre prénom, merci Géraldine Descailles, merci professeur Xavier Girard, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, interagir avec nous et on se retrouve très bientôt, quand vous le voulez, sur la chaîne. Merci.